l'univers est-il écologiste? Je tiens à remercier Laurence Honora, organisatrice de cet événement, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est quand même présente, moralement avec nous, et pour m'avoir proposé de venir parler dans cette session de Time World. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais parler sur l'énergie? J'ai réfléchi 3 secondes et j'ai proposé l'univers est-il écologiste? Je pense que je devais être soumis à l'état d'influence ponctuel et du moment. Et puis après, je me suis souvenu de Richard Feynman, que vous connaissez peut-être, prix Nobel de physique, que j'ai eu l'honneur, oui, et le plaisir de rencontrer il y a très longtemps. Et il m'avait dit, quand on donne un titre, il faut surtout savoir ce qu'on va dire après. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, je fais très attention maintenant. Et bon, alors moi, ça m'est arrivé comme lui. Voilà, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter? L'univers est-il écologiste? Et finalement, je ne regrette pas du tout. Et je vais probablement ne pas vous apporter de réponses, mais plutôt des questionnements. Parce que finalement, se poser cette question, ça débouche sur pas mal de choses différentes. D'abord, je n'étais pas sûr que la question soit bien posée. Et donc, je vous propose de l'aborder en 3 manières différentes. D'abord l'univers, parce que c'est de lui dont il est question, mais la Terre fait partie de l'univers, donc on va revenir progressivement sur Terre, d'autant plus que l'écologie, c'est un concept qui a été forgé à partir de notre présence sur Terre, et finalement je finirai inévitablement par nous, parce que l'écologie tourne quand même autour des vivants. Finalement, je suis allé aux sources, je me suis dit, il faut quand même définir l'écologie d'abord. Alors l'écologie, c'est défini comme étant la science de l'habitat, donc ça s'applique pas trop à l'univers a priori, et ça a été, le concept vient de Ernst Haeckel, 1866, ça a été repris bien plus tard évidemment, mais ce n'est pas un concept nouveau. Et une autre définition, c'est qu'il décrit donc le rapport qu'on peut dire triangulaire entre l'être vivant, l'individu d'une espèce vivante, nous, les individus, l'activité de ces activités, de cette espèce et l'environnement. Voilà. Alors, bon, ayant dit ça, effectivement, maintenant, on peut, effectivement, puisque c'est le titre de ma conférence, se poser la question, est-ce que l'univers, dans quelle mesure peut-il nous inspirer pour savoir si nous-mêmes avons un comportement écologiste ou pas? Bon. Alors, parce que sinon, on pourrait s'arrêter tout de suite, parce que les seules formes vivantes connues dans l'univers sont sur la Terre, donc on pourrait dire, j'ai répondu à la question, si je reviens à la définition, ça ne se pose pas pour l'univers. Mais quand même, j'ai pensé que c'est intéressant de savoir comment le vivant s'est construit, en tout cas, à partir de quelle évolution de l'univers lui-même, parce que nous en sommes pour l'instant un des produits, et se poser la question de savoir si l'homme est ou n'est pas toujours dans la nature. Ou est-il, au contraire, déviant? J'aurais dû mettre 4 à la place de 3. Est-il déviant? Et puis, une des questions qui nous taraudent, mais que je n'aborderai pas ici, bien sûr, parce que j'ai pas le temps, et c'est un autre sujet, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, je reviens donc, je commence par le début, le cosmos. L'univers, le cosmos. Il y a un piège que j'ai tout de suite compris, c'est d'éviter l'intentionnalité. Est-ce que l'univers a fait ceci, a fait cela, comme si c'était une personne à qui on s'adresse, une entité divine, je ne sais quelle méta-puissance. Ça, c'est un piège parce que les processus ergodiques sont assez nombreux, ceux qui font que vous avez des phénomènes qui vont à droite, à gauche, qui sont apparemment dus au hasard, mais en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a une valeur moyenne qui se détache et qu'il y a effectivement un processus à l'œuvre derrière cela. Bon. Donc il faut se méfier de ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, en regardant, en observant comment l'univers s'est formé, beaucoup de gens, beaucoup d'astrophysiciens se sont posé la question de savoir si nous ne sommes pas le fruit d'un processus intentionnel dans la nature. Parce que compte tenu des lois, de la contrainte que ces lois peuvent avoir les unes par rapport aux autres, eh bien peut-être que il y a quelque chose à réfléchir sur le fait que l'homme est en adéquation avec les lois de l'univers. Alors ça s'appelle le principe anthropique, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est un sujet finalement, certains jugent passionnant, d'autres
le repousse avec dédain en disant mais non, le hasard c'est comme ça, c'est pas parce que les forces de la nature semblent extraordinairement ajustées pour que notre présence sur Terre soit effective qu'il y a nécessairement une intentionnalité. Je pense que tout ça reste dans le domaine des spéculations et de la philosophie, ce qui est une bonne chose, mais pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, et je renvoie chacun à ses convictions. Voilà, chacun a sa façon de raconter l'histoire. D'autres ont besoin du divin, d'autres n'en ont pas besoin. Alors, si je reviens à ma question, l'univers est-il écologiste ? Peut-être faudrait-il le décrire. J'espère que beaucoup d'entre vous étaient là ce matin. Et pour écouter Jean Audouze, astrophysicien, qui a un peu raconté comment l'univers s'est constitué et comment il a réussi, comment la vie est apparue à la suite de la formation d'étoiles, etc. Alors, donc je suis venu ce matin, je l'ai écouté, c'était très bien. J'avais fait moi-même ce petit transparent là, que je vais vous montrer. Voilà. Pour répondre à cette question. Alors d'abord, il est admis par beaucoup de scientifiques que l'univers jaillit, une énergie jaillit d'une fluctuation du vide, ce qui permet à certains de postuler qu'il y a plusieurs univers parallèles, des multivers simultanés. Mais en ce qui concerne notre univers, cette énergie donc crée son propre espace et son propre temps. Et il y a ce qu'on appelle un phénomène d'expansion, c'est-à-dire c'est l'espace lui-même qui s'étire perpétuellement, encore aujourd'hui. Et au tout début de l'univers, à 10 puissance moins 30 secondes, il y a un phénomène d'inflation où les dimensions de l'univers s'étalent, enfin se enflent par trillions de fois par rapport à la dimension originale. Et c'est ce qui permet d'expliquer les propriétés de l'univers aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 4 forces fondamentales qui s'expriment. Les forces nucléaires, fortes, les forces faibles qui permettent aux atomes, aux noyaux de muter, de passer d'un atome à un autre, les forces électromagnétiques, qui sont là, qui nous entourent très bien, et puis la force gravitationnelle. L'origine de ces forces reste encore largement inconnue, mais on est arrivé, grâce à la synthèse de la physique théorique, on est arrivé à unir les 3 forces en une, en disant au tout début de l'univers, ces 3 forces étaient indifférenciées, il y a eu une dégénérescence, et elles se sont exprimées petit à petit. Mais il y en a une qu'on ne peut pas réconcilier avec les 3 autres, et on aimerait bien, certains physiciens aimeraient bien faire ça, ça s'appelle la recherche de la théorie du grand tout, où on explique la tout par une force qui ensuite se développe. La même chose pour les dimensions, d'ailleurs. Nous vivons dans un univers à 3 dimensions d'espace, mais certains modèles font appel à plus que parfois 10, 11 dimensions. Alors, ce qui est important de savoir, je ne vais pas tout reprendre, mais un petit peu, c'est que nous sommes dans un univers quasi plat, c'est-à-dire la géométrie de l'univers est plate, alors que nous vivons dans un univers sphérique. Si vous marchez droit devant vous, vous allez vous retrouver au même endroit. Alors que l'univers dans son ensemble, il est censé être plat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un univers où l'énergie cinétique soit extraordinairement élevée par rapport à l'énergie potentielle, ni l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'énergie potentielle extrêmement puissant qui retient l'univers, dans quel cas, dans les 2 cas, on aurait soit une expansion éternelle, et très rapide, qui déchirerait l'ensemble de l'espace, soit au contraire, un univers qui n'aurait de cesse que de revenir sur lui-même. Voilà. Donc nous sommes là dans un univers quasi plat, on est entre les deux, qui est là aussi une coïncidence qui interroge certains philosophiquement, mais en tout cas, si on est vraiment dans un univers de ce type, plat, ça veut dire que l'énergie totale est pratiquement nulle, potentiel égale énergie cinétique, et que l'univers est condamné à subir une expansion éternelle qui conduira à une mort thermique de l'univers, c'est-à-dire que tout sera tellement éloigné les uns des autres que la notion de température, la notion de communication donc disparaîtra. Alors cet univers, quand on regarde un peu ce qu'a permis l'expansion c'était vraiment une idée géniale. Vous voyez,
L'intentionnalité, quand on l'oublie, elle revient. On assiste à toute une série de meurtres fondateurs et d'autonomie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une phase très tôt où vous avez l'annihilation entre les électrons et les positrons, ce qui font que nous vivons les particules et les antiparticules, ce qui fait que nous sommes dans un monde de particules, heureusement, sinon je ne saurais pas à qui serrer la main, en me disant si j'ai quelqu'un fabriqué d'antiparticules, nous allons nous désintégrer. Donc on vit dans un monde où seules les particules existent. Ensuite, vous avez des transitions de phase qui ont bien été expliquées par O12 ce matin, c'est-à-dire on passe d'un univers entièrement ionisé, c'est-à-dire des particules complètement, des débris de particules, des électrons d'un côté, des protons de l'autre. On arrive ensuite au contraire à une transition de phase, l'univers devient neutre, et vous avez des autonomies qui se mettent en place, en particulier la gravitation est la seule force à l'œuvre à un moment donné, ce qui permet d'avoir une phase différente, celle où, par l'effet de la gravitation, par effondrement successif, eh bien, on va voir apparaître les premières étoiles. Les premières galaxies, et donc ce sont des processus à beaucoup plus qui marient le long terme et le court terme. Vous avez des phénomènes qui se font en l'espace de quelques milliers d'années, c'est pas long là du coup, d'autres qui se font sur des millions, milliards d'années. On voit se former les étoiles, les quasars, vous avez des étoiles qui pulsent, vous avez des phénomènes très rapides comme les rayonnements gamma dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, si je prends l'exemple des galaxies, vous avez deux façons de former des galaxies, soit par fusion, des galaxies qui par fusion gravitationnelle qui finissent par faire quelque chose. Ces fusions sont en général extrêmement violentes, vous avez des effets, des jets de matière, etc. Donc on peut dire que c'est pas une économie de moyens, là c'est pas très écologique, hein, au sens où je n'ai pas défini l'écologie là, mais je peux essayer d'imaginer que l'écologie consiste à œuvrer avec une certaine économie de moyens. Là, vous avez des processus qui au contraire dissipent. Bon. Mais vous pouvez avoir des accrétions lentes, c'est le cas de la plupart des galaxies, et donc dans ce cas-là, au contraire, vous ajoutez de l'ordre. Donc c'est intéressant. En tout cas, ce que l'on observe, c'est que la complexité augmente. Ça, c'est très important. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la complexité. Et en ce qui concerne les étoiles, comme il a été dit ce matin, eh bien, à l'intérieur des étoiles, vous avez de la nucléosynthèse. Ces étoiles finissent par ensemencer le milieu interstellaire par tout ce qui s'est fabriqué à l'intérieur du cœur des étoiles, c'est-à-dire les éléments lourds, le carbone, l'oxygène, l'azote. Et c'est ce qui a permis la naissance, en tout cas sur Terre, la naissance de la vie, par l'activité de ces étoiles qui ont précédé le Soleil, et cette vie dont nous faisons partie. Il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est l'intelligence, ou la bêtise, hein, c'est un peu son contre-type, l'intelligence. Voilà. Allez, et tout ça, donc la question, je reviens, est-ce que ça a été efficace ? Est-ce que ça s'est fait efficacement ? Est-ce qu'il y a eu économie de moyens ? C'est-à-dire l'efficacité, ça définit comme le moyen à moindre coût d'aller du point A au point B avec un rendement maximum. Alors, en ce qui concerne l'univers, pour savoir s'il est écologiste ou pas, eh bien, il y a un credo de tous les phénomènes de la nature universels qu'on peut constater, qui n'a jamais été remis en cause, c'est le principe de moindre action. Ça a beaucoup fait réfléchir, effectivement, philosophiquement, les scientifiques, et pas seulement eux, aussi les théologistes. Comment, par exemple, une particule sait que pour aller d'un point à l'autre, elle va utiliser le parcours le plus rapide, c'est la géodésique qui lui permet d'aller au moindre coup d'un point à l'autre. Ça, c'est un rendement maximum. Mais ça, ce principe de moindre action, qui a été formalisé par Fermat en particulier, qui a été réanalysé dans le cas de la lumière, parce que vous savez que la lumière a une nature ondulatoire. On peut se demander comment la lumière sait, pourquoi la trajectoire subit une ligne droite. En réalité, c'est pas vrai. En réalité, c'est une onde. Et on peut dire que le photon a utilisé toutes les trajectoires et finalement, elle ne retient que la bonne, la trajectoire la plus de moindre coût. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été remis en question, ce principe de moindre action. Cette loi. Alors, l'arme secrète de l'univers, c'est l'expansion.
Pourquoi l'expansion? Parce que au tout début, 10 puissance moins 30 secondes, c'est une bouillie d'énergie et de particules. Mais au fur et à mesure que l'expansion se produit, la température décroît, et le fait que la température décroisse, eh bien, des nouveaux acteurs entrent en scène. Par exemple, les atomes peuvent devenir neutres, parce qu'effectivement, ils ne sont pas déchirés par l'effet de certaines réactions violentes. Les électrons peuvent se permettre de rester près du noyau, sinon ils sont éjectés. Donc, et ensuite, quand on continue comme cela, la température décroît, vous allez pouvoir former les premiers atomes par nucléosynthèse, et puis ensuite, au fur et à mesure que l'expansion continue, la température continue à décroître, et là, c'est la gravitation qui va pouvoir, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, qui va pouvoir être à l'œuvre, cette gravitation. Et donc, ça veut dire que vous êtes ces tranches d'énergie assurées par l'expansion, parce que la température décroît, permet effectivement de structurer l'univers. Alors, il y a un prix à payer, qui est l'accroissement de l'entropie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire d'entropie. L'entropie, c'est la possibilité pour un système donné d'accroître le désordre. Quand vous mettez vos papiers les uns sur les autres, vous classez, vous êtes dans une entropie très basse, mais quand vous les foutez en l'air, partout dans la pièce, eh bien, vous avez augmenté l'entropie, ça va prendre du temps pour arriver à retrouver une entropie plus basse. Eh bien, dans la mesure où l'univers, on a toujours la même matière à l'intérieur, accroît son volume, puisque, eh bien, évidemment, chaque particule va pouvoir occuper un volume beaucoup plus grand, donc on voit très bien que, par le simple fait que l'univers est en expansion, l'entropie est croissante. L'entropie générale de l'univers. Ça ne veut pas dire que, quelque part, localement, il ne va pas y avoir une réorganisation locale, mais c'est toujours au détriment de ce qui se passe à côté. Autrement dit, dès qu'un événement se déroule, quel qu'il soit, l'énergie globale de l'univers se décroît, la formation d'une structure quelque part induit la production d'un désordre ailleurs. Alors, si on prend les étoiles, par exemple, lorsque les étoiles se sont formées, eh bien, lorsqu'elles se forment, je pense que l'univers est assez économe quand même, parce que, enfin économe, je sais pas. Il a besoin de 100 fois plus de matière pour fabriquer une étoile de masse donnée. Hein. Et le reste, que devient le reste? Le reste est dissipé, mais pas perdu. Dissipé, et puis on attend un peu plus de temps pour que ça se refroidisse et ça refasse une étoile différente. C'est pas comme Michel-Ange. Michel-Ange, quand il a sculpté la Pietà, eh bien, il a pris un bloc qui est à peu près comparable à celui de la Pietà à la fin. Hein, il n'a pas pris 100 fois plus gros. Vous voyez, il y a une différence quand même. Voilà. Donc il y a cette idée quand même qu'il y a, je résume, c'est que l'entropie est croissante, l'expansion a permis de structurer, de différencier, et donc il y a une certaine efficacité et surtout le principe de moindre action. Alors d'où vient le principe de moindre action? Là, ça reste un mystère pour tout le monde, c'est-à-dire que l'origine, les causes premières, nous ne les connaissons pas. Les causes premières des lois, pourquoi vous avez ces lois-là plutôt que d'autres, on ne le sait pas. C'est d'ailleurs la réflexion que Leibniz pouvait avoir. Hein. Pourquoi y a-t-il un univers plutôt que rien? Et pourquoi, compte tenu qu'il existe, pourquoi a-t-il ces lois plutôt que d'autres? Alors, bon, l'énergie disponible, c'est à partir de cela qu'on doit travailler, que les sociétés ont fait de bilan. Hein, elle est donnée dans l'univers qui est le nôtre. Il y a deux principes. Le principe de la thermodynamique, c'est très, très philosophique, les principes de la thermodynamique. Le premier, c'est que l'énergie ne peut pas être ni créée ni détruite, mais convertie. Et, ce faisant, le rendement est toujours inférieur à 1. Ça, c'est ce qui nous fait dire que l'entropie augmente. C'est ce qui a été formalisé par Boltzmann après. Et ce qui est important, ce n'est pas l'énergie totale, mais c'est la différence entre l'énergie potentielle, celle qui peut s'exprimer, et l'énergie cinétique, ou gravitationnelle, ou autre chose. Donc, en tant qu'être humain, eh bien, notre question, c'est de savoir comment on utilise cette énergie disponible. Voilà, ça c'est pour ce que je voulais dire, les questions qui se posent d'ailleurs, à propos de l'univers. Maintenant, je vais sortir un peu
disons, de mon magistère, parce que je vais parler plus de biologie, et là, s'il y a des biologistes ici, ils vont peut-être me penser que je suis ignorant ou très limité dans ma manière de comprendre ça, mais je me suis exprimé à partir d'ouvrages que j'ai lus sur le sujet, à partir de collègues biologistes. La nature bricole. L'idée sur laquelle la nature est bien faite m'a toujours un peu hérissé, ne serait-ce que parce que, vous voyez, aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Voilà, j'étais obligé de... Heureusement que le dentiste va intervenir jeudi prochain. Enfin, voilà, non, la nature n'est pas bien faite, elle bricole énormément. L'œil, par exemple, a été considéré comme étant justement l'œil. Vous savez que l'œil a posé des problèmes insurmontables, presque insurmontables pour Darwin, parce qu'on lui disait, mais comment, même en quelques millions d'années, on peut imaginer quelque chose aussi parfait que l'œil par le simple fait des mutations invalidantes ou validantes pour arriver à ça. Ce à quoi n'importe quel oculiste vous dit, mais enfin, l'œil n'est pas parfait du tout. Il y a plein de gens, vous savez, le foyer ne tombe pas juste sur la rétine, c'est soit avant, soit après. Vous avez toutes sortes de problèmes. Donc la nature bricole. Elle bricole. Et il y a, par exemple, je me suis posé la question de savoir comment ça se passe. C'est pas moi seulement, mais il y a, par exemple, on vit dans un univers où il semble nécessaire de se reproduire. On pourrait très bien imaginer, il y a peut-être d'autres univers parallèles où il y a des individus, vivants ou pas, qui sont immuables, qui ne bougent pas pendant des siècles et pendant des millénaires et des milliards d'années. Voilà, c'est pas très excitant, mais après tout, qui veut que les choses le soient. En tout cas, dans cet univers-là, c'est pas le cas. Il y a évolution. Il y a évolution parce qu'il y a plein de processus qui viennent effectivement perturber une situation donnée. Alors, en ce qui concerne des êtres vivants, soit il y a le clonage, soit il y a la reproduction sexuée. Dans le cas du clonage, reproduction asexuée, bon, c'est pas très agréable pour ceux qui se reproduisent, mais c'est surtout que vous dupliquez à l'identique. Et en dupliquant à l'identique, vous n'évoluez pas, et donc vous êtes très sensible à tous les changements de votre environnement, y compris les parasites, etc. Donc, par contre, c'est économique. La reproduction sexuée, comme vous avez remarqué, produit de la nouveauté, parce qu'il y a un brassage génétique. On résiste mieux. Enfin, certains résistent mieux aux parasites, il y en a qui s'éteignent, mais d'autres résistent. Et donc, c'est ce qui permet la perpétuation d'une espèce. Mais c'est plus lent et c'est plus coûteux. C'est plus coûteux. Et en plus, pour faire tout cela, eh bien, quand même, la nature est assez maligne. Elle a 4 lettres qui codent notre AGN. Et c'est un code simple. Elle regroupe ces 4 lettres par groupe de 3. C'est pas élégant. C'est pas économe. Je dis ça parce qu'il y a un astronome très célèbre qui s'appelle Gamow, qui était celui qui avait imaginé le Big Bang, vous savez, extrêmement chaud, extrêmement efficace. Il n'a pas eu le prix Nobel parce qu'il avait bu trop d'alcool et donc il n'a pas eu le temps de recevoir son prix Nobel, le pauvre Gamow, mais il s'intéressait à beaucoup de choses, y compris à la biologie. Et lui, il avait un système beaucoup plus élégant. Voilà, sauf que c'était pas le bon problème, le bon système. On s'en est aperçu après, mais à l'époque, il a proposé quelque chose comme ça. Or, on sait que c'est pas élégant, c'est pas économe, mais ça permet beaucoup de choses. Ça permet en particulier la réplication avec redondance. C'est flexible. Et en cas d'erreur, ça veut dire qu'on peut quand même, puisque c'est flexible, on peut retomber sur nos pieds. Mais, parce que j'ai compris, ce que les biologistes me disent, c'est qu'il faut des molécules qui servent de police pour effectivement éviter donc ça dégénère complètement. Donc les mutations sont corrigées, certaines en tout cas, mais ce qui frappe toujours les biologistes et pour lesquels nous n'avons pas de réponse, et là on peut dire que la nature quand même elle se donne les moyens, c'est qu'il y a énormément de gènes qui constituent notre code génétique et qui ne sont absolument pas utilisés. Donc quelque part dans notre corps, vous savez, une poubelle quelque part, tout ce qui a été essayé et qui ne sert plus est stocké là sans que personne ne vienne penser à enlever, à retirer, à faire des choses. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'utilise que 2% du tout génétique. Vous voyez, il y a 98% qui restent comme ça à attendre. Bon, c'est assez amusant. Voilà. Alors, donc il y a la vie sur Terre. La vie sur Terre est une question intéressante
Parce que, alors là aussi, vous verrez beaucoup de discussions autour de cette idée. Est-ce que c'est, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui sont fragiles, qui le sont et qui ne le sont pas, est-ce qu'on peut imaginer la vie ailleurs? Parce que là, quand même, je suis resté sur la Terre. Il y avait un prix Nobel de biologie qui s'appelle Duve, ouais, c'est ça, c'était D-U-V-E, qui expliquait qu'il y avait quand même deux phénomènes à l'œuvre. La nature aime bien se répéter quand elle sait faire quelque chose. Donc lui pensait que la vie devait exister ailleurs. Il y a beaucoup d'astronomes aujourd'hui qui pensent le contraire. Ce matin, d'ailleurs, O12 est venu nous expliquer que la Lune est arrivée par hasard, elle a été accrétée. Enfin, d'ailleurs, c'est une collision avec la Terre qui a donné un débris, qui est la Lune, qui tourne et qui stabilise le mouvement de la Terre autour du Soleil, ce qui fait que ça permet des conditions suffisamment stables pour que la vie puisse apparaître. Voilà. Ça, donc, quand on dit ça, on dit que oui, il faut de la convergence, c'est-à-dire que si les conditions se réunissent, on répète toujours les mêmes phénomènes, mais il faut de la contingence. C'est ça la contingence. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont une situation telle que le couple Lune-Terre? C'est quelque chose évidemment qu'on ne sait pas. Et en tout cas, même s'il y a beaucoup de planètes, des milliards de planètes, eh bien les probabilités éliminent très très vite les candidats. Donc on ne sait pas si la vie sur Terre est quelque chose qu'on retrouve partout dans l'univers. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que notre Terre telle qu'elle est, elle est relativement fragile, puisque vous avez constaté qu'en même pas 100 ans, on a été capable de perturber énormément les écosystèmes. 100 ans, c'est rien. Donc, il y a une fragilité. Je vais terminer par l'humain, comme je l'ai promis. Quel est le rendement de l'humain? À peu près 20%. C'est-à-dire qu'on dépense à peu près 1 watt par kilo. Donc, c'est pas beaucoup, hein, une petite lampe modeste. On doit à peu près se nourrir avec 3000 kilocalories par jour. On utilise donc 5 à 600. Excusez-moi pour l'erreur, là. Ouais. Et le soleil qui est brillant et qui nous aveugle, lui, il est beaucoup plus économe. Hein. En fait, il est, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est 10 000 fois moins par kilo. Il rayonne 10 000 fois moins de watts par kilo. Nous, c'est 1 watt par kilo, c'est 10 puissance moins 4 par kilo, le soleil. Vous allez me dire comment est-ce possible? Tout simplement parce que l'énergie produite par le soleil est produite au cœur, tout petit. C'est là que les réactions nucléaires ont lieu, et ensuite il faut des millions d'années pour que l'énergie soit dissipée à la surface. Et ce que vous voyez, c'est vraiment la petite pellicule de rien du tout qui, effectivement, qu'on appelle la photosphère et qui envoie la lumière. Donc voilà. Donc le soleil est un véritable corps noir. Il dépense peu d'énergie et donc il est promis à une longue vie, alors que nous, effectivement, on dépense beaucoup compte tenu de notre poids. Voilà. Et on ne produit pas beaucoup d'énergie, donc on est obligé de recourir à des organes exosomatiques, donc de faire des voitures, des avions, des outils, etc. Parce que c'est difficile pour l'homme de survivre dans la nature. Nous sommes, ça aussi les biologistes vous le disent très bien, nous sommes des prématurés, hein, parce que la verticalité fait que la femme a eu beaucoup de difficultés pour accoucher, donc elle est obligée d'accoucher bien avant terme, par rapport aux autres mammifères. Donc le bébé humain est né prématuré, et c'est là que la collectivité prend le pas sur l'individu, et que c'est la collectivité qui permet au petit humain d'atteindre la maturité. Donc il est obligé de s'adapter, il est obligé de survivre, et donc il est obligé de produire de l'énergie. Voilà. Alors voilà. Et il le fait, et il est aussi également intelligent. Voilà. Donc il s'étonne. Pourquoi, par exemple, la nature a choisi la mort comme permettant l'évolution et la survie? C'est pas un continuum. Il y a un film que je vous recommande de voir qui s'appelle 1001 Métamorphoses. Vous le trouverez dans quelques temps sur Internet. C'est pas un film qui va être diffusé comme ça, et qui pose cette question de la nature, la mort. À quoi sert la mort? Qui est un sujet d'angoisse, comme vous le savez. Eh bien, la mort est inscrite dans le langage codé du gène, c'est quelque chose qui est donc préprogrammé, et d'une certaine façon, c'est partie prenante de la vie,
Et certains disent on doit voir la mort comme une grande semeuse et non une grande faucheuse. Il y a un exemple très intéressant qui est celui de la baleine qui, à sa mort, qui va au fond de l'océan. Et là, il y a un rush de biotopes qui vont se nourrir de cet animal, et ça va générer donc encore la vie et l'évolution. Je termine en disant une méchanceté sur la nature quand même. Je trouve vraiment qu'elle bricole. Elle bricole. Parce qu'elle se donne le temps. Vous savez, vous, par exemple, nous vivons une centaine d'années, à peu près. Ça, c'est l'astronome qui parle. On a toujours des chiffres comme ça, des approximations dans les grandeurs, des ordres de grandeur. Bien, lorsque vous faites quelque chose, vous avez un travail, vous faites une erreur, on vous en veut un peu. Vous en faites deux, vous direz. La nature, elle n'arrête pas. Elle se permet tout. Tout est possible, et elle le fait à partir du même patron initial. Vous savez que nous sommes issus des poissons. On retrouve notre main, c'est quoi? Ce sont les nageoires. La nature s'est débrouillée pour que les palmes disparaissent, etc. Ceux qui ont continué à vivre avec des palmes n'ont pas duré longtemps. Donc il y a une variation perpétuelle, et sans que la notion soit vraiment quelque chose qui intéresse les processus naturels. Pas du tout. Ni la morale non plus. Je vous renvoie aux ouvrages passionnants de Guillaume Lecointre et de Pascal Pic, qui expliquent ça très très bien. L'élégance non plus. C'est simplement les aléas du milieu qui se chargent de faire le tri, et certaines espèces survivent, d'autres pas. Par exemple, si vous interrogez les paléontologues sur ce qui s'est passé dans cette période géologique qu'on appelle le Cambrien, eh bien, c'était une véritable explosion du vivant. Mais vous trouvez plein d'espèces qui n'ont pas duré longtemps, parce que c'était pas adapté. Les trucs qui avaient 12 pattes, pratiquement, ce sont des os articulés. Bon, ça peut pas fonctionner. Donc, il y a un immense déchet. Donc, je trouve que, quand même, la nature pourrait nous donner des directions à suivre. Elle ne le fait pas toujours, je trouve. Et en plus, elle n'a pas vraiment de compassion. Elle se fout de ses petits. Pour vous montrer, ça c'est une curiosité, parce que je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas ma compétence, c'est plutôt celle des biologistes. Des exemples de bricolage. On porte le fardeau de l'histoire. Et donc, on n'est ni adapté, ni parfait. Alors, les accouchements sont difficiles. Vous savez, l'aorte est obligée il y a une crosse aortique qui renvoie le sang vers les poumons. Pourquoi cette crosse? C'est une fragilité quand même. On devrait aller se plaindre. Et cette fragilité vient du fait que nous sommes issus des poissons. À l'époque des poissons, vous aviez le cœur, puis les branchies étaient devant, donc c'était en direct. Lorsque les branchies sont descendues, parce qu'on était verticaux, eh bien là, l'aorte a fait une crosse. Voilà. Le coccyx, c'est ce qui reste de la queue, mais vous savez que dans le fœtus maternel, eh bien, dans la poche, le petit nouveau-né, jusqu'à quelques semaines, a une queue. Et cette queue, ensuite, elle rétrocède, devient toute petite, ça donne le coccyx. Les muscles de l'oreille, on en a 4, on ne les utilise pas beaucoup, sauf si quelqu'un peut me montrer ça, mais alors que les chats le font. La chair de poule, par exemple, la chair de poule, c'est une réminiscence de l'époque où nous avions des plumes et des poils, et lorsqu'il faisait froid, eh bien, la chair de poule permettait aux plumes de se redresser, aux poils de se redresser, pour garder l'air, pour avoir une sorte de coussin thermique. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que la nature bricole énormément. Alors, néanmoins, nous sommes dans la nature, et je me pose souvent cette question. Je vous ai dit que je vous poserais des questions, pas pour y répondre. Est-ce que l'intelligence est une bonne idée? J'en suis pas sûr. On va me dire, ça vous concerne pas, vous n'êtes pas tellement intelligent, monsieur, tant mieux. Mais je suis un peu pessimiste. Mais en fait, c'est parce que, étant physicien, je me suis aperçu que si l'intelligence permet à chacun d'entre nous de choisir entre le positif et le négatif, entre le bien et le mal, entre la morale et l'antimorale. Bon. Alors, si on regarde positif-négatif, ça me rappelle, je fais une métaphore, ça me rappelle le rapport signal sur bruit en physique. Lorsque vous obtenez un signal, c'est positif. Lorsque vous obtenez du bruit, c'est négatif. Or, le rapport signal sur bruit, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, c'est le positif sur le négatif.
Et le rapport signal sur bruit, on a l'expérience, ceux qui ont fait des expériences de laboratoire savent que ça croît comme le carré des efforts. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Donc je me dis, l'intelligence, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est nécessaire? En tout cas, les termites s'en tirent très bien depuis des millions d'années, et ils ne sont pas spécialement intelligents. Bon. Donc, alors évidemment, ça permet peut-être de mettre du fun, nous ça nous amuse, mais est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi d'ailleurs? Pour l'espèce, pour la planète, je sais pas. En tout cas, c'est une question que je pose comme ça. Et en tout cas, nous sommes individualisés aussi. Pourquoi la vie se manifeste de cette façon-là? Il y a un livre que je vous recommande, de Fred Hoyle, qui était un astrophysicien absolument passionnant, et qui a imaginé le nuage diffus, le nuage noir. Nous pourrions imaginer que l'intelligence se réfugie dans des êtres diffus, qui pourraient s'interpénétrer, se fragmenter, plutôt que d'être individuels. Le fait que nous soyons individuels, évidemment, stimule notre ego, nous oblige d'ailleurs à justifier notre existence. Ça se fait souvent contre les autres, il faut qu'on se prouve sans arrêt. Donc peut-être que là aussi, on n'a pas à le regretter, c'est comme ça. Et puis il y a effectivement la mort. Il y a la mort, donc qui est source d'angoisse. Je ne me demande pas de relire Kierkegaard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne concerne pas que les humains. Hein. Vous avez des animaux qui ont le sens aussi de la mort. Pour moi, j'ai une image, je vais terminer là-dessus, qui résume à peu près la nature humaine, c'est la séance de cinéma. Je me dis souvent, tout se passe comme si nous allions au cinéma, on arrive, la séance a déjà commencé, ça admettrait que c'est notre cas quand on assiste à la séance et on vous demande de sortir avant la fin. Voilà. L'homme, c'est ça. Hein, il arrive, la séance a commencé, et il est obligé de partir avant la fin. Bon, c'est évident que du coup, c'est source d'angoisse pour certains, en tout cas. Moi, ça va, mais on peut imaginer. Voilà, donc, que faire? Eh bien, on est libre quand même d'être responsable. On n'est pas obligé de gaspiller, on n'est pas obligé de choisir le négatif. Nous sommes en possession d'un libre arbitre. Voilà, donc c'est pour ça que je ne cherche pas à être pessimiste, mais je vous rappelle simplement que c'est proportionnel au carré des efforts. Voilà. Et là, je termine sur cette belle question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse, mais qui nous intéresse presque tous, hein, je crois. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais savoir, après cette conférence que j'ai trouvée très claire, et je vous en remercie, comment, à la lueur de ce que vous nous avez dit, on peut comprendre que jusque 7 millions d'années, début de l'apparition de l'espèce humaine, enfin des hominoïdes, bipèdes hypermanentes, jusqu'à 1890, l'espérance de vie était de 25 ans. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle est maintenant de 100 ans. Il y a des facteurs objectifs, mais pourquoi la nature a construit un système, je parle du point de vue du physicien, qui a duré pendant 7 millions d'années, pendant 25 ans, et que parce qu'on a inventé le chauffage central, le dentiste, et je sais pas quoi d'autre, en tout cas pas la médecine, on est passé brutalement à 100 ans. Pourquoi on fabrique un système qui peut se rallonger comme ça et qu'on ne l'utilise pas pendant tellement d'années? Ouais, je suis de votre avis. C'est vrai que tous ces processus ne sont pas linéaires du tout. C'est extrêmement troublant. Même si on regarde la démographie, vous aviez des périodes où effectivement il y avait quand même des extinctions de population extrêmement importantes. Hein. Regardez la peste au Moyen-Âge, etc. Mais quand même, la courbe est toujours ascendante. Même malgré... Si, il y a des... Enfin, c'est... Oui, non, c'est vrai, mais ça a toujours été constant. Et là, effectivement, la durée de vie, c'est vrai... mais il y a quand même l'accumulation des connaissances qui font que... Non, mais je suis d'accord, mais ce que je comprends pas, c'est ce qu'il y aurait des notions en physique qui permettraient d'expliquer le fait qu'on construit une machine qui, pendant 7 millions d'années, claque au bout de 25 ans, 20 ans, et qui tout d'un coup passe à 100 ans.
Est-ce que, je sais pas, il y a... 25 si ans. Si on croit à l'évolution darwinienne, comment ça se fait qu'on peut multiplier par 5 l'espèce de... la durée de vie? Oui, mais alors là, je pense qu'il faudrait en parler avec des démographes, mais je pense que quand on dit moyenne d'âge, je pense que les gens qui survivaient bien. Hein. Vous avez des gens, regardez Fontenelle au XVIIe siècle, il a vécu jusqu'à 102 ans, tranquillement. Le problème, c'est qu'il y avait énormément il y avait un tri terrible, une mortalité incroyable au départ. Parce que on n'avait pas de vaccin, on n'avait rien, et que le nombre de gamins qui mouraient, c'est pour ça que les gens avaient des enfants, ils en gardaient un ou deux de temps en temps, des fois aucun. Donc ça, je pense que c'est un facteur extrêmement important du point de vue de la démographie. On ne vit pas beaucoup, on vit plus longtemps, c'est vrai. Avant c'était 70, maintenant je crois que c'est 80, mais c'est pas 25, on n'est pas passé de 25 000. Et je crois que c'était parce que les gens, ils marchaient pieds nus, ils avaient le moindre accident, ils pouvaient les faire mourir. Louis XIV a passé toute sa vie à avoir des problèmes de dents. Je crois que c'est ça qui explique. Donc ça veut dire qu'à la base, il y a un système qui était optimalement fabriqué à cause de l'évolution pour durer 100 ans, parce que c'est ça pour nos enfants, et puis que ça n'a pu que se réaliser que grâce au progrès technique. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, je pense que quelque part, l'espèce a été fabriquée pour durer 100 ans. Oui, je pense que ça veut dire que potentiellement un corps humain qui serait capable d'utiliser d'une manière optimale toutes ses ressources, etc., qui vivrait bien, etc., sans stress, une alimentation parfaite, pourrait peut-être vivre. Je ne connais pas, je crois, j'ai lu des choses là-dessus, je crois qu'il y a asymptotiquement, on peut estimer que l'homme devrait pouvoir vivre 130 ou 140 ans. Et après, vous avez, je crois, une sorte d'obsolescence programmée, comme dans les machines qu'on achète dans le commerce. Hein. Mais là, je sors du domaine de ma compétence. Je pense que je vous ai promis de poser des questions. Ça fait partie d'une des questions sur lesquelles on peut aller chercher moi, je suis biologiste. des infos. Non, mais moi, je suis biologiste. Donc, par exemple, je sais que le nombre de vos neurones commence à décroître à 25 ans. Oui. Personne n'a d'idée. Donc je me demandais si en physique, il y avait des concepts qui pouvaient expliquer ce principe d'optimalité, de non-linéarité, voilà quoi. Alors ça, je ne sais pas si ça relève de la physique. En tout cas, ce qui relève de la biologie, c'est qu'effectivement, le taux d'efficacité je ne veux pas vous insulter, ni moi, mais on n'utilise pas tous nos neurones. Donc même si les neurones disparaissent, on en a encore suffisamment pour dire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des neurones qui disparaissent. Maintenant, il y a une loi générale qui est l'augmentation de l'entropie. Donc de toute façon, un système, voilà, ça c'est une loi générale. Elle vient du fait qu'effectivement, vous avez toujours un désordre qui augmente parce que vous avez toujours toutes les options possibles sont de plus en plus grandes. Donc effectivement, ça ne va pas dans le sens de quelque chose d'organisé et qui se perpétue. Donc je pense que c'est pour ça que la mort existe d'une certaine façon. Et pour arriver à détourner cette fatalité, il faut recréer sur place. C'est pour ça qu'une naissance est un enfant, effectivement c'est de l'entropie qui a diminué à un moment brutal et hop, on recommence jusqu'à la fois d'après. Mais globalement, il n'empêche que l'ensemble des systèmes dans lesquels nous vivons vont toujours vers une entropie croissante. Merci beaucoup Daniel Kunz pour cet exposé qui allait du très particulier, c'est-à-dire de nous au plus général possible, c'est-à-dire l'univers, et qui a posé plein de questions métaphysiques et scientifiques extrêmement intéressantes. Donc la question de base, c'était: l'univers est-il écologiste ? Et vous avez commencé votre présentation par dire que c'était une question à laquelle vous n'aviez pas forcément envisagé le contenu de la réponse avant de l'avoir posée. Et c'est ce qui a mené à cet exposé qui pose toutes ces super questions. Donc vous avez décidé de partir du général au particulier. Donc l'exposé a commencé par présenter la question à l'échelle de l'univers, puis à l'échelle de la Terre et enfin à l'échelle des humains.
Et donc la question était est-ce que ces structures sont écologiques au sens où donc ce qui était regardé au cours de l'exposé, c'était notamment la notion de rendement. Est-ce que les structures de la nature, au final, à différentes échelles, sont économes, sont bien faites pour avoir un rapport économe avec l'énergie et les rapports d'énergie. Donc évidemment, lorsque au début de l'exposé, on commence à l'échelle du cosmos, ces questions de rendement, comme vous l'avez très bien montré, ont pas vraiment de sens puisque l'énergie elle-même, au niveau du Big Bang, crée son propre espace et son propre temps, et donc la question ne peut pas se poser à cette échelle-là. En revanche, vous avez très vite amené vous avez très vite porté l'attention sur la question de l'intentionnalité, qui est une question très importante en philosophie de la physique, mais pour les physiciens aussi, de savoir si les lois de la nature sont intentionnelles, elles sont faites pour que l'humanité se développe, ou si c'est un pur hasard. Et vous avez donc bien mentionné que c'était une question très piégeuse et que la réponse à cette question n'existe pas, ou en tout cas on n'en dispose pas, et que donc on peut par contre complètement analyser et répondre à la question, enfin en tout cas réfléchir à la question de l'écologie ou du rendement sans se prononcer sur l'intentionnalité de la création de l'univers. Malgré le fait qu'il y a pas mal de résultats assez troublants que vous avez rappelés sur la difficulté qu'on a à unifier les forces, par exemple, le fait que tout un tas de propriétés de notre univers ne sont permis par des phénomènes contingents de la naissance de l'univers, contingent ou pas, on ne sait pas justement, et donc que sans ces phénomènes-là, donc notamment l'expansion de l'univers qui donne la place aux molécules et aux atomes neutres d'exister, et d'autres choses qui donc sont assez troublantes du point de vue de la contingence. Ensuite, donc, vous avez parlé donc du credo en physique qui dit que en physique les choses suivent le principe de moindre action, c'est-à-dire que les particules cherchent à minimiser l'énergie naturelle, spontanément, cherchent à minimiser l'énergie dans leur déplacement. Et donc, ce credo, pour l'instant, comme vous l'avez dit, a une origine obscure, on ne sait pas l'expliquer. Néanmoins, ça tente à indiquer qu'à l'échelle de l'univers, ou à l'échelle des lois de l'univers, il y a une sorte de principe d'économie à l'œuvre. Mais ce principe a un prix fort qui est l'entropie croissante que vous avez indiqué, qui du coup elle est le coût entre guillemets qui va à l'opposé, hein, donc qui fait que dans l'univers le désordre augmente. Le prix fort, c'est à cause de l'expansion. Ok, d'accord. Donc merci pour cette pour cette correction. Donc le prix fort, c'est la cause de l'expansion de l'univers, et donc cette entropie croissante, elle au contraire n'est pas économe, puisqu'elle provoque énormément de désordre, elle est le contraire de la structure, et donc de l'écologie, qui est la science des rapports entre les individus et les structures organisées de ces individus.
Pour finir, donc ensuite vous avez parlé donc de la Terre et du fait que à l'échelle de la Terre, il semble au contraire que les choses ne soient pas économes, que la nature, contrairement à un travailleur, un salarié, vous avez donné cette image dans un salarié dans une entreprise, peut se permettre de gaspiller énormément d'énergie pour atteindre. Donc si on comparait la nature à un agent qui a une feuille de route, la nature ne suit pas du tout le chemin le plus simple et le plus direct. Elle se permet énormément d'erreurs. Et donc, il semble que à cette échelle-là, la nature bricole. C'est la phrase que vous avez répétée plusieurs fois et qui, à mon avis, est très importante dans cet exposé. Et donc, la nature n'est pas économe dans ce sens-là. Donc, vous avez pris aussi l'exemple des gènes qui sont extrêmement redondants, peu efficaces en termes d'information. Mais par contre, ça permet beaucoup de choses à la nature, notamment des questions de résistance, de stabilité et de flexibilité et d'efficacité. Merci. Et pour finir, vous avez terminé par donc nous, donc les humains. Donc les humains ont un rendement en fait assez fort, donc c'est 20%. Et donc les humains sont 100 000 fois moins économes. 10 000 fois, excusez-moi, j'ai recopié votre slide. Donc 10 000 fois moins économes que le Soleil. Donc les humains utilisent beaucoup d'énergie et c'est peut-être quelque chose. Ça peut expliquer la différence de longévité entre nous et le Soleil, comme vous l'avez dit. Et donc nous sommes des individus extrêmement coûteux, mais ce coût est compensé par le fait que nous sommes intrinsèquement sociaux.